and good evening again, and thank you so much for joining the show. It's really been a great privilege for me to come back again on the show so that we could share with you some great stuff. And you know, this is the month of March. We're going to deliver a lot of great stuff, and we're going to discuss with the different women on different topics so that we can be able to convey a great message. But today, we're receiving somebody from DR Congo. So in this sense, we're going to have the show in French, but don't worry, don't skip it. We're going to put for you some subtitle in English so that you'll be able also to know what other we're discussing about. So, comme je le disais, aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale à partir de la République démocratique du Congo. Elle vit à Lubumbashi. Elle s'appelle Marlène Boussangou Badié, une personne ayant un parcours universitaire très atypique. D'ailleurs, nous allons en discuter aujourd'hui. Elle est née un certain 13 juillet d'une certaine année. Nous n'allons pas vous dire quand. Elle est célibataire, née dans une famille de 10 personnes, avec 6 filles et 4 garçons. Alors, Marlène Badié tient une pâtisserie qui s'appelle Les Délices d'Émilie, que vous pouvez facilement trouver sur Facebook. Et d'ailleurs, vous aurez aussi le lien de sa page Facebook dans la description. Et vous la retrouvez aussi sur Instagram sur le nom de Mars.inspiration. Mars.inspiration, sûrement avec beaucoup d'inspiration. Alors, nous vous saluons. Bonjour Marlène. Bonjour Joseph. Comment vous allez? Je vais très bien. Ah, c'est intéressant. On peut le sentir dans la voix. Comment avez-vous déjà passé la période de confinement? Y a-t-il eu quelque chose d'intéressant? Bon, principalement, moi, je n'ai pas beaucoup senti la différence. Parce que me concernant, je suis quelqu'un de très renfermé. Donc, le confinement chez moi, c'est quelque chose que je vis déjà tous les jours. Mais dans mes affaires, là, je l'ai vraiment senti vu que les choses ont beaucoup bougé. Parce que principalement, les écoles sont les endroits où je fais le plus d'affaires. Et quand on les a fermées, c'était vraiment très compliqué pour moi sur ce plan-là. Sinon, en gros, c'était plus ou moins bien. Alors, en tout cas, nous te souhaitons plein succès dans tes affaires, malgré le confinement et l'âge technologique qui essaye de pouvoir avancer à une très grande vitesse. Peut-être les choses vont vraiment améliorer d'une certaine manière. On l'espère. D'accord. Ok. Marlène Badié, avec qui nous sommes aujourd'hui, a une citation qu'elle aime beaucoup. Cette citation est une citation donnée par Mahatma Gandhi. On dira que Mahatma Gandhi, c'est le Lumumba de l'Inde. La citation dit ceci. Be the change that you want to see in this world. Et en français, on le dit, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et nous espérons que Marlène est le changement qu'elle veut voir dans ce monde aussi. Alors, Marlène, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas dit à ton sujet que tu aimerais bien nous faire savoir? Bon, d'abord, en ce qui concerne mes affaires, j'ai créé aussi une page Instagram où je partage des photos et des vidéos sur mes pâtisseries. Donc, il faut l'ajouter. J'aimerais en tout cas que les gens la suivent. Ça s'appelle Les Délices d'Émilie, bien entendu, sur Instagram aussi. Donc, ça, on ne l'a pas mentionné. Et sinon, je crois qu'on a fait le tour de la question, en fait. D'accord, ça c'est intéressant. Donc, comme elle l'a dit là, sur Instagram, d'ailleurs, nous reviendrons sur tout ce qui est du business, nous reviendrons là-dessus. Bien sûr, le lien Instagram aussi sera mis dans la description et vous aurez l'occasion de pouvoir suivre sa page, aimer les photos et surtout l'encourager. Alors, Marlène, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet. Le thème, c'est « Femme, qui es-tu » Donc, nous voulons parler de l'identité de la femme parce que je crois que c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens se posent des questions en se disant qu'il y a des femmes qui, à force de ne pas vraiment s'identifier, de vraiment connaître qui elles sont et quelles sont les capacités qu'elles ont, apparemment, elles n'arrivent pas à s'utiliser elles-mêmes à leur potentiel, to the full potential. Comment on dit ça? Le plus élevé, leur potentiel le plus
Ah, that's great. Voilà, donc elles n'arrivent pas à s'utiliser à leur potentiel le plus élevé. Alors Marlène, très bientôt nous allons te donner quelques minutes pendant lesquelles tu vas nous parler des essais que tu as préparés sur le sujet avant que nous puissions aller plus loin dans les questions. Mais avant ça, sachant que tu as eu un parcours universitaire très atypique, nous voulons un peu savoir qu'est-ce que tu as vraiment fait à l'université, c'est quoi au fait ta qualification et qu'est-ce qui rend ton parcours universitaire très atypique? En fait, comment dire, j'ai eu un parcours, comment dire, scolaire assez normal. C'est-à-dire que je n'ai pas repris de classe et en vrai, j'étais toujours parmi les meilleurs à l'école primaire et à l'école secondaire. Bon, moi je précise qu'elle était toujours première de la classe. Pas toujours aimé arriver d'être deuxième aussi. Alors, lorsque je suis arrivée à l'université, il y a eu comme un choc. Non, il y a eu un choc en vrai. Et ce choc-là m'a fait comprendre que ce que j'avais vécu à l'école secondaire, c'était vraiment loin de la réalité. Parce que quand on arrive à l'université, on se rend compte que là, on est vraiment face à la vraie vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, il y a beaucoup plus d'imprévus, il y a des gens très différents de nous et les règles du jeu ne sont pas pareilles. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte qu'on ne peut pas compter que sur sa seule intelligence. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai même commencé à me dire que je n'étais pas faite pour les études parce que lorsque j'ai entamé ma première année d'université, c'était à l'économie, je voulais, j'avais comme modèle ma grande sœur qui a fait économie aussi et qui travaille dans une banque, qui a fait plusieurs années dans une banque. Je me disais que je voulais être comme elle. C'est déjà quoi son nom? Pardon? C'est déjà quoi son nom? Son nom, c'est Christelle. Ah, ok, Christelle, nous te saluons de là où tu es. Alors, c'est vraiment à elle que je voulais ressembler. Et quand je suis arrivée, la plupart des cours que je recevais, j'avais du mal d'abord à les comprendre parce que j'avais comme l'impression qu'ils étaient beaucoup trop théoriques et que jamais avec ça, je n'allais aboutir à mon objectif. Mais bon, j'en ai parlé à quelques amis. On m'a dit non, c'est comme ça à l'université, il faut s'accrocher et tout. Dès la première année, j'ai ressenti le besoin d'arrêter. Mais bon, je me suis accrochée. Pourtant, la deuxième année, j'en ai eu marre. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Il y a trop de théories ici, je ne m'en sortirai pas et tout. Alors, j'ai dû changer. Je me suis dit, je ne suis pas faite pour ça. Alors, je vais tenter autre chose. La deuxième année, je suis allée en informatique. J'ai fait une école. Je suis allée dans un institut supérieur, donc une école supérieure d'informatique. Et là, je me suis dit, dès que je suis arrivée, je me suis dit, ici, je vais sûrement me sentir bien et tout. Je vais sûrement m'en sortir. J'arrive là-bas, c'était pareil. Donc, j'avais comme l'impression que ce n'était tout simplement pas ma place. Je me suis posé tellement de questions, mais je me suis dit, bon, prends le temps de t'arrêter. J'ai même pris une année sabbatique, comme on dit. Donc, j'ai chômé toute une année pour me dire qu'est-ce que je veux vraiment. Heureusement que bon, ma famille n'y a pas trouvé d'inconvénient et a accepté que je chôme toute une année pour me retrouver. Pendant cette année-là, j'ai cherché des opportunités, j'ai surtout entendu des gens. Beaucoup de gens m'ont dit, tant que tu as quelqu'un pour te payer tes études, étudie, même si ça ne te va pas, même si tu ne te sens pas à l'aise. Je me suis dit, OK, l'année prochaine, je vais retourner à l'école. Comme tout le monde, comme mon rêve était toujours de travailler dans une banque. Il n'avait pas changé, mais je me suis dit, bon, je vais revenir à l'économie, mais cette fois-ci, grâce à ma sœur qui m'a dit, bon, moi j'ai fait l'UPC, c'est-à-dire à Keene. Donc, va à l'UPC et tu vas voir ça. C'est une bonne école, tu vas t'en sortir, c'est bien organisé.
ok, j'arrive, je passe mon test. Et, et là, je me rends compte que c'était vraiment pas un endroit pour moi. D'abord, Kin, c'était trop pour moi en fait. Je suis habituée au calme de Lubumbashi et tout. Et quand je suis arrivée à Kin, j'avais comme l'impression que j'étais dans un monde déchaîné. C'était beaucoup trop de gens pour moi, beaucoup trop de choses, trop d'embouteillages tout le temps. Et je ne me suis pas retrouvée en fait. J'ai fait genre à peine, même pas un mois en fait. Après mon test, j'ai fait genre 2 jours après, j'ai reçu mes résultats et je suis rentrée à Lubumbashi. Je savais que je n'allais pas pouvoir vivre dans cette ville. Et après, bon, là, avec tout ça, j'ai commencé quand même à savoir ce que je voulais vraiment, mais surtout ce que j'étais vraiment. Et comme j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit tout le temps. J'écris franchement tout le temps. Je lis beaucoup. Et alors, j'ai une autre de mes sœurs qui s'appelle Francine, qui cette fois-là m'a dit, bon, comme tu aimes écrire, tu te sens à l'aise avec ça, avec les lettres et tout. Bon, tente une faculté de lettres, va voir ce que ça va te donner. Alors là, je me dis, bon, c'est une idée. C'est vrai que, bon, je ne vois pas de carrière, en tout cas en ce qui concerne le Congo, parce que moi, je ne me suis jamais vue vivre ailleurs qu'ici. Je me suis dit, ici, chez nous, dans quelle carrière je peux évoluer? Je me suis dit, bon, j'aime écrire. De toute manière, j'écrirai des livres. Même si on ne va pas les lire, eh ben, je vais les écrire quand même. Alors, je vais aller aux lettres et voir ce que ça donne. Eh ben, j'arrive aux lettres. Bon, le résultat est toujours aussi médiocre. Je me rends compte que je ne suis toujours pas au bon endroit, mais je m'accroche. Alors, je m'accroche quand même. Et là, j'arrive jusqu'en troisième graduat, mais j'étais à bout de mes forces et j'ai arrêté en troisième graduat. Je me suis dit, je n'irai pas plus loin parce qu'à ce moment précis, je me suis rendu compte que ce que j'étudiais et ce que je voulais atteindre n'allait vraiment pas dans les deux sens. N'allait vraiment pas dans le même sens. Donc, ça allait dans deux sens différents. Donc, si je m'accrochais, surtout en passant, j'allais à l'école, je devais faire semblant. Ça veut dire quoi? Je devais passer pour celle qui allait bien. Ça veut dire que j'étudiais, j'avais de bonnes notes. Les profs, je m'entendais bien avec eux. J'avais des amis surtout. Je m'entendais bien avec les gens autour de moi. Mais lorsque je rentrais, tous les jours, je me disais, je ne vais plus retourner à l'école. Tous les jours. Et bizarrement, j'ai même commencé à avoir des pensées suicidaires. Vous vous rendez compte à quel point c'était problématique. Donc, je me suis dit, non, si ça continue comme ça, je ne t'entends plus. J'ai dit, là, c'est quand même grave. Ah oui, là, c'est devenu vraiment grave, hein. Je me suis dit, non, ça, c'est vraiment pas un endroit pour moi. Et heureusement, à ce moment-là, j'ai commencé aussi à suivre beaucoup de vidéos sur Internet, principalement sur YouTube, pour parler des, comment on les appelle déjà, les décrocheurs, en tout cas les personnes qui se sont arrêtées en plein milieu de leur parcours universitaire et tout, pour savoir s'il y a un avenir pour ces gens-là, parce que je me rendais compte que moi, à l'école, et moi, c'était vraiment, on était vraiment plus amis. Alors, j'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte qu'il y a un avenir pour ces gens-là. Il y a un avenir pour ceux qui n'ont pas, comment dire, de grands diplômes, parce qu'ici, chez nous, quand même, on doit admettre qu'on adule un peu les diplômes. Tout le monde veut avoir des diplômes, même s'ils ne vont servir à rien, mais on veut quand même en avoir. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai un parcours universitaire assez atypique. Sinon, c'est ça. Oh, ça, c'est vraiment intéressant et ça donne envie d'écouter. Et je vois que d'ailleurs, c'est une recherche d'identité. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des femmes qui es-tu. Et bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de questions que j'aimerais ressortir par rapport à tout ce que tu as dit parce que c'est vraiment intéressant et ça donne envie de savoir c'est quoi ce futur qui reste. Mais je pense qu'avec la complicité de nos téléspectateurs, peut-être nous aurons un autre numéro avec toi
où nous allons discuter largement sur tous ces éléments-là. Par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup réussi à l'école. Quand ils arrivent à l'université, c'est comme si... en fait, je connais quand même un bon nombre de personnes qui n'ont pas pu synchroniser avec l'université à un certain moment. Et bon, il y a vraiment beaucoup à parler là-dessus. Nous y reviendrons sûrement dans un autre numéro. Alors, le célèbre philosophe Socrate a dit ceci: « Connais-toi toi-même ». Alors, connais-toi toi-même, pourquoi? Parce que tu ne peux pas avancer dans la vie ou tu ne peux pas faire grand-chose de ta vie si tu ne connais pas qui tu es. Alors, avec Marlène Badier, aujourd'hui, nous parlons de femme qui es-tu, afin de pouvoir identifier l'identité de la femme, accepter la tautologie. Donc, Marlène, nous allons te donner 7 minutes. Et pendant 7 minutes, nous voulons que tu nous fasses un exposé sur le thème « Femme, qui es-tu » afin que nous puissions avoir une idée de ce que tu penses par rapport à ça. Alors, c'est parti pour 7 minutes chrono. Voilà. Bon, ok. Je m'attendais à faire l'exposé après les questions, mais bon, vu qu'on commence par l'exposé. Oui, en fait, c'est ton exposé qui nous permettra de pouvoir diriger les questions aussi. Ah, d'accord, c'est bon. Comment dire? Pour moi, la connaissance de soi est... bon, tu as parlé d'une citation. J'aime beaucoup cette citation. D'abord, en fait, là, tu t'arrêtes en plein milieu de la citation. La citation va beaucoup plus loin. Elle dit ceci: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. En fait, c'est ça la totalité de la citation. Et dans cette citation, on nous fait comprendre que tout part de soi. Une fois qu'on se connaît soi-même, on peut connaître le monde et on peut aller bien au-delà du monde. Donc, et ça, c'est très important. Pourtant, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, principalement dans nos familles et ensuite à l'école. Donc, c'est-à-dire que ce devoir-là nous revient à nous-mêmes. On doit apprendre nous-mêmes sur le tas, en fait, parce que dans nos familles, en tout cas, je parle principalement de moi et des personnes que je vois autour de moi, ce n'est pas une injonction qu'on nous donne lorsqu'on est jeune. On nous apprend à être poli, on nous apprend à dire merci, on nous apprend beaucoup de choses, mais je ne me souviens pas une seule fois où on m'a dit qu'il faut que j'apprenne à me connaître moi-même. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus loin et surtout, je l'ai appris dans mon parcours, en fait, en avançant en âge. Et pour moi, la connaissance de soi, c'est la base. Une fois qu'on sait qu'on doit apprendre à se connaître, tout le reste va suivre, en fait. Donc, la connaissance de soi est un processus aussi. On ne se connaît pas à 16 ans comme on se connaît à 25 ans. On ne se connaît pas à 25 ans comme on se connaît à 45, puis à 80. C'est-à-dire que chaque jour, on doit prêter attention à qui nous sommes. On doit prêter attention à nos forces, à nos faiblesses. On doit prêter attention à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas. On doit prêter attention à ce qui nous fait peur, à ce qui ne nous fait pas peur, ce genre de choses. Donc, c'est très important pour un être humain, et dans le cas de figure ici pour une femme, de savoir qui elle est. Et pour moi, comme on ne l'a peut-être pas précisé au début, je suis chrétienne et je pense que Dieu nous a tous créés pour un but. C'est-à-dire que dans la connaissance de soi, on apprend à découvrir ce pourquoi Dieu nous a créés. Et une fois qu'on sait ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est facile de l'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on entend des témoignages, moi je suis beaucoup de témoignages, beaucoup d'interviews, on entend des gens qui sont tellement désespérés, qui arrivent à un niveau où ils se sentent inutiles. Personne ne doit se sentir inutile parce que nous ne sommes pas sur Terre pour rien, en fait, pour embellir ou pour accompagner les autres, comme on le dit souvent. Nous sommes sur Terre pour accomplir une mission.
Et cette mission est importante. Comme nous le savons, nous sommes uniques, c'est-à-dire que sur toutes les personnes qui ont traversé cette terre et sur toutes celles qui traverseront cette terre, personne ne sera moi, personne ne sera toi, personne ne sera qui nous sommes. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité de découvrir d'abord la mission pour laquelle nous sommes sur terre et ensuite de l'accomplir. Parce que si nous ne l'accomplissons pas, personne d'autre ne peut l'accomplir à notre place, puisque nous sommes uniques. Donc, vous vous rendez compte à quel point, comment dire, la connaissance de soi est super importante. Parce qu'une fois qu'on se connaît, tout le reste va de soi. Donc, c'est à peu près ça. Pour moi, comment dire, s'il faut, il faut conscientiser les gens ou les interpeller, c'est pour leur dire que c'est super important de savoir qui on est. C'est très important de découvrir ce que Dieu a déposé en nous pour pouvoir l'accomplir. Parce que si nous ne le faisons pas, dans le temps qui nous est imparti, personne d'autre ne pourra le faire. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si j'ai fait 7 minutes ou moins, mais je crois que j'ai tout dit. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé assez intéressant. Nous allons donc vous poser certaines questions par rapport à votre exposé et même par rapport à l'identité de la femme. Mais avant ça, comme nous vous l'avons dit si tôt, Marlène, c'est quelqu'un c'est une entrepreneure avec un business particulier. Donc, nous allons prendre cette petite pause publicité de quelques petites minutes pour parler de son business et on vous revient sur l'antenne bientôt. Merci d'être resté sur nos antennes après cette petite pause publicité. Nous revenons sur le sujet avec un exposé assez particulier qui nous a été présenté par Marlène. Alors Marlène, nous revenons vers toi avec certaines questions. Tu nous as dit que c'est très important de pouvoir se connaître, de pouvoir avoir une idée claire sur son identité. Et tu nous as fait savoir que la manière dont quelqu'un se connaît à l'âge de 5 ans, de 10 ans, de 18 ans, de 30 ans ou 40 ans, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on grandit et avec l'âge, nous arrivons à nous connaître mieux. Mais comment faire, au fait, quelles sont les astuces et quels sont les éléments que nous pouvons mettre sur pied pour arriver à faire une étude de soi, pour mieux se connaître soi-même? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Comment on arrive à se connaître? Bon, principalement, j'ai répertorié 4 astuces. Donc, premièrement, j'ai pris l'introspection. C'est-à-dire quoi? Nous passons beaucoup de temps avec les autres. Nous sommes pratiquement tout le temps en compagnie de quelqu'un. Surtout, je parle de moi principalement, j'ai grandi dans une très grande famille. Nous sommes 10, j'avais toujours des cousins, des cousines. Puis je suis allée à l'internat où nous étions toujours très nombreuses. Donc, dans les écoles, dans les classes, c'était toujours plein de gens. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps en compagnie des autres. Mais très peu de temps en compagnie de nous-mêmes.
Et ce n'est pas quelque chose que l'on nous conseille. Moi, je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, à chaque fois que je disais à quelqu'un que je tenais un journal intime, on me disait non, c'est pas bien. J'ai entendu ça en tout cas plusieurs fois pour me dire les personnes qui tiennent des journaux intimes sont rancunières. Euh, Pourtant, je ne crois pas que ce soit une généralité. Et moi-même, je ne suis même pas rancunière. C'est vrai que j'oublie difficilement, mais ça ne fait pas de moi une rancunière. Donc, ce qui est sûr. Mais j'avoue quand même que différemment des autres, moi, je voulais plutôt les lire. Ah oui, c'est vrai que quand on est très jeune, on a envie de cacher. Moi, je me souviens, je permettais à personne de lire. Les personnes qui ont étudié avec moi le savent très bien. Pourtant, j'en avais toujours dans mon sac. Je me promenais partout avec mes journaux et tout, parce que j'en ai tout plein. C'est-à-dire quoi? Quand on tient un journal intime, on prend du temps avec soi-même. Quand on écrit dans son journal intime, on n'a pas besoin qu'il y ait des gens autour de nous. On voudrait même se cacher. On voudrait pas que les gens nous voient en train d'écrire ou sachent ce que nous sommes en train d'écrire. Moi, c'est quelque chose en tout cas qui m'a beaucoup aidé à me connaître. Donc, j'aimerais inviter les gens à écrire, à prendre du temps avec eux-mêmes, mais pas seulement en faisant rien et tout, je sais pas, en se mirant, mais en écrivant. En écrivant, moi, je me souviens quand j'étais très jeune, j'écrivais tout ce qui se passait dans ma journée, j'écrivais ce que j'avais fait avec mes amis, ce genre de choses. Mais un peu plus tard, j'ai commencé à écrire ce que je voulais avoir dans la vie. Je me souviens que la première fois que j'ai écrit, c'était quoi mon plus grand rêve? Je n'avais que 14 ans. Et aujourd'hui, quand je reviens en arrière et que j'ouvre ce journal-là, je me dis, mais c'était intéressant. C'est vrai que c'était un peu idéaliste et tout. Ça se sent que j'étais immature, en tout cas. Mais il y a des choses qui restent. Ça veut dire que je me rends compte de ce que je voulais à cet âge-là. Et au fur et à mesure, les choses n'ont peut-être pas changé, mais ont évolué. C'est-à-dire que mon rêve de cette époque s'est petit à petit, comment dire, transformé en objectif. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était juste quelque chose que j'imaginais. Je voyais les choses en rose et tout. Mais avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, le rêve est resté le même. Je veux toujours le réaliser, mais avec plus de maturité, avec plus comment dire, oui, avec plus de maturité en fait. C'est ce que je voudrais inviter les gens, c'est-à-dire à passer du temps avec eux-mêmes, premièrement. Et deuxièmement, pour les croyants, je les invite à prier. C'est important de prier. Dans ces prières, principalement, tout le monde prie à sa manière, hein, mais dans certaines prières, je voudrais inviter les gens à questionner Dieu, en fait, à lui demander ce pourquoi il les a créés, à lui demander de les guider, par exemple, à découvrir, parce que Dieu, lui, il a déjà fait sa part. Moi, je considère que Dieu a déjà tout fait, mais que le reste, c'est à nous de le faire, mais on ne peut pas le faire sans son aide. Donc, on doit toujours lui demander de nous guider, de nous aider à identifier ce qui est important, à nous éloigner des mauvaises personnes, à nous permettre d'identifier quelles sont les bonnes personnes avec lesquelles on doit cheminer et ce genre de choses. Mais surtout, on doit lui demander de tirer des leçons de ce qui nous arrive parce que je me suis rendu compte que très peu de gens s'arrêtent pour se demander ce qu'ils ont appris, principalement des échecs, des pertes, des ruptures, des douleurs. Ce genre de choses, on veut très vite passer à autre chose. Une fois qu'on est tombé et qu'on arrive à se relever, on veut vite passer à l'étape prochaine pour oublier ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs, de ses échecs, que de ses réussites. C'est vrai qu'on apprend des choses lorsqu'on réussit, lorsqu'on arrive à bien faire les choses, mais on apprend beaucoup plus de choses lorsqu'on échoue. Parce qu'à ce moment-là, on est appelé à nous questionner davantage. Lorsqu'on réussit, on peut se dire, ah, donc comment j'ai fait pour réussir? Très souvent, on se dit, eh ben, je suis un génie ou je suis vraiment trop intelligente ou ce genre de truc.
Mais lorsqu'on échoue, d'abord, ça nous fait mal. Donc, on doit avoir suffisamment de force pour se relever. Et après, on doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je suis la seule responsable de cet échec? Est-ce que ceci et cela? Donc, c'est très important de s'arrêter, de questionner Dieu, de se questionner soi-même. Et ensuite, le troisième point, ce sont les tests de personnalité. Sur Internet, on en trouve de tout genre pour jouer et pour être sérieux. Moi, je conseille en tout cas ceux qui sont sérieux, même si ceux qui nous permettent de nous détendre sont aussi intéressants. C'est-à-dire quoi? Il y a des tests qui présentent des questions auxquelles on doit répondre et à la fin, ils déterminent notre personnalité. Il y en a vraiment plein. Et je conseille les gens à aller sur Internet, à aller chercher tests de personnalité. Et on apprend beaucoup de choses sur soi comme ça. Mais avec ces tests aussi, il faudrait être très honnête avec soi-même. Et sinon, on nous donne quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. Donc, c'est ça, je peux dire, la troisième astuce. Et enfin, il faut poser des questions à son entourage. Quand je dis entourage, on ne pose pas la question à tout le monde non plus. Hein. On pose la question aux gens à qui on fait confiance et on sait aussi à des gens qui nous aiment. Parce que les gens qui ne nous aiment pas risquent de nous dire des choses d'abord qui nous font mal et qui ne sont même pas vraies. Même si de temps en temps, les gens qui ne nous aiment pas peuvent aussi nous aider. Donc, il faut savoir faire quand même la part des choses et être équilibré. Donc, c'est les 4 astuces que j'avais préparées. Oh, ça, c'est super bien présenté. Donc, 4 astuces. Premièrement, passer du temps avec soi-même. Et d'ailleurs, Marlène nous encourage à beaucoup écrire sur soi-même, écrire sur ce qu'on pense, sur nos projets, comme elle-même l'a toujours fait, en nous expliquant qu'elle a même écrit, c'était déjà à l'âge de 14 ans qu'elle écrivait pour la première fois les choses qu'elle voulait faire, au fait, comme étant un grand rêve. Deuxièmement, elle nous encourage à pouvoir prier, à pouvoir nous demander à Dieu de nous guider, c'est-à-dire questionner Dieu et puis se questionner soi-même. Elle nous encourage aussi à faire des tests de personnalité et il y en a plein sur Internet, comme elle le dit. Donc, allez sur Internet, chercher des tests de personnalité afin de pouvoir vous connaître vous-même. Et enfin, il faut aussi poser des questions à son entourage et bien sûr, son entourage proche, son entourage, son cercle d'influence, afin de pouvoir savoir ce qu'ils pensent de nous et comment ils peuvent nous aider à pouvoir nous améliorer. C'était très intéressant. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est que pendant votre exposé, vous expliquez que il y a ces personnes qui se retrouvent face à d'autres personnes qui les rappellent combien ils sont inutiles, combien ils ne peuvent rien faire de leur vie, combien ils sont, comme on le dit en anglais, useless, vraiment ils ne servent à rien. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes? Parce qu'en fait, on continuera de leur dire ça, ça ne va pas s'arrêter. Alors, comment peuvent-ils faire pour faire face à ça, afin de pouvoir avancer dans leur vie? Parce qu'après tout, ils ne peuvent que contrôler leur partie de la chose. Les insultes et les critiques et tout ce qui vient de l'autre côté, ils ne peuvent pas le contrôler parce que, bien sûr, ces gens continueront à les faire. Pour répondre à cette question, bon, très souvent, lorsque on rencontre des gens, bon, je peux dire que la plupart des gens qui disent qu'on leur a beaucoup répété ça, ils parlent de leur famille. Et c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient très jeunes, ils étaient dans l'incapacité de faire autrement. C'est-à-dire si par exemple c'est un parent, un frère ou quelqu'un en tout cas de très proche et qui a surtout de l'ascendance sur nous, on ne sait pas comment réagir et surtout que lorsqu'on est jeune, bien entendu, on est dépendant des personnes qui nous prennent en charge. À ce moment-là, on ne peut que gober ça parce qu'on ne peut pas quitter l'endroit parce que c'est le seul endroit qu'on connaît et tout. Mais lorsqu'on grandit, ces choses-là restent au fond de nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a du pouvoir.
à ce moment-là, on est vraiment appelé à nous dépasser. C'est-à-dire quoi? À ne pas s'arrêter sur ce que les autres ont dit de nous. Même si c'est vrai que lorsqu'on est enfant, si c'est ma mère qui me dit que je suis inutile, je la crois sur parole. Mais en grandissant avec tout le monde qu'on rencontre durant notre parcours, on commence à se poser des questions. Tout le monde ne nous dira pas la même chose. C'est peut-être vrai que ma mère m'a répété pendant des années que j'étais inutile lorsque j'étais jeune. Mais lorsque j'arrive, par exemple, à l'école, je suis douée. Je ne serai peut-être pas douée dans toutes les matières, mais il y aura peut-être un prof qui va me féliciter sur quelque chose ou un ami qui va me féliciter sur ma façon de me coiffer, ma façon de m'habiller, ma façon de faire telle ou telle autre chose. Et il faut prendre ces petits messages d'encouragement pardon, pour se remettre en question, pour dire bon, c'est vrai que maman m'a dit que j'étais inutile ou que j'étais bonne à rien, mais en fin de compte, je me rends compte qu'il y a aussi des choses que je sais bien faire. Et ça, on ne peut le faire que lorsqu'on sait s'arrêter. D'habitude, les gens qui ne savent pas s'arrêter eux-mêmes, donc tout seuls, en se posant des questions, n'arrivent pas à se rendre compte à quel point il y a des questions au fond de nous. C'est-à-dire, il y a toujours cette petite voix qui est là pour te mettre sur la voie, en fait. Tu peux te dire, oui, je suis inutile parce que c'est ce qu'on t'a dit. Une fois que tu prends le temps de t'arrêter, tu vas te rendre compte qu'il y aura des choses qui vont te revenir pour te faire comprendre que tu ne l'es pas. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un environnement où les gens nous répètent que nous sommes inutiles, il faut faire de sorte qu'on puisse s'éloigner de cet environnement. En tout cas, moi, c'est le conseil que je pourrais donner. Parce que très peu de gens ont la force nécessaire en eux pour faire face au mauvais traitement. Il y a des gens qui sont suffisamment forts pour permettre à ces gens-là de s'éloigner d'eux-mêmes. Mais ça, c'est vraiment très rare. Ce qu'on peut faire le plus facilement, c'est de s'éloigner. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Voilà. En tout cas, c'est important de se connaître. Femme, qui es-tu? C'est-à-dire qu'il faut que tu te connaisses réellement. Et si tu veux vraiment te connaître réellement, c'est important de pouvoir t'écarter de ces endroits où on te rappelle que tu es inutile ou que tu ne vaux rien, où on te rappelle tes échecs passés. Ce n'est pas facile comme Marlène l'a dit, mais c'est important de pouvoir prendre le risque si tu veux vraiment réussir dans les domaines de ta vie. Alors, puisque nous n'avons pas assez de temps, nous allons chuter avec une dernière question. Mais avant ça, merci beaucoup d'avoir décidé de pouvoir cliquer sur ce lien, de pouvoir nous suivre en ce moment. Ce ne serait pas très mal si vous décidez de pouvoir vous abonner, de pouvoir aimer la vidéo, bien sûr si vous l'avez aimée, et partagez-la autour de vous, ça fera sûrement du bien à quelqu'un. Alors, Marlène, pour pouvoir chuter et conclure, c'est vrai, nous aimerions beaucoup discuter sur le sujet, faute de temps. Je crois que même vous qui nous suivez là, si vous avez des questions, vous allez devoir les mettre en commentaire et nous allons trouver le moyen de pouvoir vous répondre à ces questions-là. Mais pour le moment, nous allons nous limiter à cette dernière question. Nous parlons d'identité de la femme aujourd'hui et nous avons ce concept de parité où on dit qu'il faut qu'il y ait la parité hommes et femmes. D'ailleurs, j'ai suivi une femme qui disait qu'il ne faut jamais dire égalité hommes et femmes, il faut dire femmes et hommes parce qu'il faut que F soit avant H. Bon, bref. Quelle est ta lecture des choses? En parlant de l'identité de la femme doit se connaître. Aujourd'hui, on parle de parité. Est-il vraiment nécessaire que la femme soit égale à l'homme? Est-ce que vraiment la femme est égale à l'homme? Quelle est ta lecture des choses sur ça? Bon, je peux dire, je suis très contente qu'on parle de cette question parce que c'est quand même une question qui soulève beaucoup trop comment dire, beaucoup trop d'interrogations. Mais en ce qui me concerne, le mot est très bien choisi, parité. Dans le mot parité, il y a le mot pair. C'est-à-dire que, bon, personnellement, je compare l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, à une paire de chaussures. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Principalement, je parle de moi, je chausse du 36. Ma chaussure gauche,
c'est un numéro 36 et ma chaussure droite, c'est aussi un numéro 36. Mais est-ce qu'un jour, je suis déjà sortie de chez moi avec ma chaussure gauche au pied droit et ma chaussure droite au pied gauche? Jamais. Jamais. En fait, l'homme et la femme ont la même valeur. On a quand même fait ça quand on était petit. Hein? Je ne t'entends pas. Non, je dis, on a quand même fait ça quand on était tout petit. Ah oui, quand on était tout petit et personne n'acceptait qu'on reste dans cet état-là. Exactement, oui. Donc, en étant adulte, personne ne le fait, en tout cas en toute bonne foi ou juste en sortant pour aller faire des courses. Personne ne sort comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est l'homme et la femme ont la même valeur. S'il faut comparer ça à une paire de chaussures, c'est-à-dire qu'ils sont tous, si c'est 42, ils sont tous 42, c'est-à-dire qu'ils valent la même chose, que personne n'est supérieur à l'autre, mais qu'ils sont différents, c'est-à-dire différents et surtout complémentaires. Les femmes ne doivent pas chercher à être ce que les hommes sont, et les hommes ne devraient pas chercher à être ce que les femmes sont. Chacun de nous est différent. Donc, nous devons être conscients que nous avons de la valeur, que les hommes, bon, je parle de nous les femmes, les hommes ne sont pas supérieurs à nous, en tout cas en termes de valeur, mais qu'ils ont des compétences ou des particularités différentes de nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils sont parfois les seuls à pouvoir faire. Donc, et que nous aussi, il y a des choses que nous sommes les seuls à pouvoir faire, quel que soit ce qui arrive. Même avec la plus grande volonté, je ne peux pas mettre au monde. Exactement. Même si la science évolue et tout, mais en tout cas, normalement, tu ne peux pas. Donc, ce que moi, ma lecture à propos de la parité, c'est que on doit garder en mémoire que nous sommes égaux en termes de dignité, en termes de valeur en tant qu'être humain. Comme les adultes et les enfants valent tous la même chose, mais ce n'est pas pour autant que les enfants peuvent faire ce que les adultes font et les adultes être à la place des enfants, si je me fais comprendre dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse assez atypique comme ton parcours universitaire. Je crois qu'avec une petite comparaison liée à une paire de chaussures qui rend les choses assez simples, qui nous permet de comprendre les choses d'une manière très simple, parlons d'une certaine égalité dans le sens où nous sommes quand même appelés à tous être ouverts à certaines opportunités sans oublier que il y a des choses que les femmes font que les hommes ne peuvent pas et que les hommes font que les femmes ne peuvent pas. Ne mettez jamais votre chaussure droite sur le pied gauche quand vous sortez pour faire du shopping. Voilà, merci beaucoup pour les différentes réponses que vous nous avez données ainsi que l'exposé. Je crois que c'est beaucoup mûr et assez consistant. Et vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, j'espère que vous avez beaucoup apprécié tout ça. Nous allons passer dans une rubrique. Et cette rubrique, c'est un jeu. Un petit jeu. Et ce jeu, nous allons le faire passer à toutes les personnes qui feront partie de notre émission pendant ce mois de mars. Et nous verrons qui sera la gagnante. Oh. Alors, ce jeu, nous l'appelons le 120 secondes challenge. Alors, pendant 120 secondes, nous allons vous poser un nombre de questions et nous verrons combien de réponses vous pouvez donner. D'accord. Vous pouvez répondre par un mot, par une phrase, par 50 phrases, ça c'est votre problème. Nous allons compter le nombre de réponses à la fin. Est-ce qu'on est prête, Marlène? Je l'espère. Ok, d'accord. C'est parti pour le 120 secondes challenge. Voilà, nous allons vous poser des questions et nous allons lancer le chrono juste après avoir posé la première question et ce serait parti. D'accord. Ok. Voilà, première question.
Quelle nourriture n'avez-vous jamais mangé que vous aimeriez vraiment essayer? Du homard. À quoi ressemblerait un monde peuplé de clones de vous? Ah, un enfer, c'est sûr. Ok. Pensez-vous que les extraterrestres existent? Non. Comment faites-vous pour obtenir les actualités? Je vais sur Internet. Ok. Vous êtes plutôt du genre à mettre un réveil ou à vous réveiller automatiquement? À me réveiller automatiquement. Wow, c'est bon. Quel film pouvez-vous regarder encore et encore et encore sans jamais vous lasser? Slumdog Millionnaire. Oh, j'aimerais bien suivre ça. Ok. Si vous n'obtenez que 3 mots pour vous décrire, quels seront ces mots? Gentil, créative et atypique. Ok. J'aime ce mot. Ok. Auriez-vous plutôt une maison sur la plage ou dans les montagnes? Dans les montagnes. Ok. Quel genre de choses quel genre de choses vous faites vraiment rire? Bon, je peux pas. Là, j'ai pas vraiment de réponse là. Je vois pas quoi répondre. Ok. Quel est le surnom le plus étrange que vous avez jamais eu? Le plus étrange. Mac OS. Mac OS. Ok. Si votre vie était un film, comment l'appellerez-vous? Une belle aventure. Une belle aventure, waouh. En quoi souhaitez-vous que vous soyez vraiment bonne? En quoi? En écriture, parce que j'aime beaucoup écrire. Great. Et ça fait 120 secondes. Voilà. Nous allons calculer. Le score de Marlène vous sera affiché juste au bas de l'écran, qui sera calculé bien sûr par nos équipes. Et nous saurons à la fin du mois de mars qui sera l'heureuse gagnante de ce jeu. Merci pour chacune de vos questions, même si on avait envie de vous demander pourquoi à certaines d'entre elles. Ok. Ok, Marlène, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Nous avons été très heureux de vous avoir. C'était vraiment du bon moment passé avec vous. Alors, nous voulons vous donner un dernier mot avant de pouvoir clore. Y a-t-il quelque chose, une dernière chose que vous voulez dire aux gens qui nous suivent, que ce soit en rapport avec le thème d'aujourd'hui ou en rapport avec vos affaires, votre business, votre actualité? Bon, concernant le thème, d'abord, j'aimerais dire une chose. En ce qui concerne les femmes, le combat des femmes particulièrement, j'aimerais dire aux hommes comme aux femmes que nous ne nous battons pas les uns contre les autres. Nous nous battons contre les mauvais comportements, contre les mauvaises croyances et contre les mensonges en général. Donc, on ne doit pas se battre les uns contre les autres. Ça, c'est quelque chose de très important parce que nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Donc, ça, c'est mon message de la fin. Et je crois que c'est le plus important. Sinon, suivez mes pages, aimez mes photos, et si vous les aimez, bien entendu. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'expérience et tout le reste. Je me suis en tout cas très bien sentie. En tout cas, merci de m'avoir invitée. C'est nous qui vous remercions. Alors, c'était un plaisir pour nous d'avoir Marlène avec nous aujourd'hui. Vous êtes sûrement sur notre chaîne pour la première fois. N'hésitez pas de pouvoir cliquer sur le bouton subscribe, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche des notifications afin que vous soyez sûr de pouvoir recevoir nos prochaines vidéos. Sinon, pour nous, nous vous souhaitons de vous porter très bien et nous serons encore avec vous très prochainement pour un autre numéro du GS Talk Show. Prenez soin de vous et au revoir.